les risques psychosociaux, les fameux RPS. C'est un sujet qui peut sembler un peu technique, un peu lointain, mais en réalité, ça touche au cœur de notre quotidien au travail. On va décortiquer ensemble ce que ça veut vraiment dire et surtout voir comment on peut passer d'une logique de gestion de problèmes à un vrai levier de bien-être et de performance. Alors, pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Est-ce que le travail affecte notre santé mentale? On a tous une petite idée de la réponse, bien sûr, mais ce qu'on sous-estime souvent, c'est à quel point. Et la réponse, elle est dans ce chiffre. 87%. C'est juste énorme. D'après une grande enquête de Moka.care, c'est le pourcentage de salariés qui ont déjà senti que leur santé mentale les empêchait de travailler aussi bien qu'ils le voulaient. Donc non, ce n'est pas un sujet de niche, c'est une réalité qui touche la quasi-totalité d'entre nous. Et ce mal-être, il n'est pas invisible, il a des conséquences très concrètes. Pour 87% des personnes touchées, ça a mené à des arrêts de travail. Et même plus moins, 74% ont carrément pensé à démissionner. On voit bien l'impact direct sur l'engagement, la fidélisation. C'est colossal pour les individus comme pour les entreprises. Donc voilà, le tableau est posé. On part d'un constat qui est, il faut le dire, assez alarmant. Et ça nous pousse forcément à nous demander ce qui est fait pour y remédier. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez frappant. Alors que le problème est omniprésent, près d'un salarié sur trois, 30%, dit n'avoir accès à absolument aucun dispositif dans son entreprise pour protéger sa santé mentale. Il y a un fossé immense entre le besoin et la réponse apportée. Face à ce constat, c'est essentiel de bien savoir de quoi on parle. Les risques psychosociaux, ou RPS, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut mettre des mots clairs sur ces mots. La définition de référence, qui vient du rapport Golac, est très éclairante. Les RPS, ce n'est pas juste le stress. Ça englobe les risques pour la santé mentale, bien sûr, mais aussi physique et sociale. Et le point le plus important, c'est la fin de la phrase. Ces risques sont engendrés par les conditions d'emploi. L'origine du problème est bien dans l'organisation du travail. Pour rendre ça plus concret, on classe ces facteurs en 6 grandes familles. Ça va de la charge de travail trop intense aux exigences émotionnelles fortes, par exemple quand on est au contact du public. Ça peut aussi être le manque d'autonomie, des relations tendues avec les collègues, un manque de reconnaissance ou encore le sentiment de faire un travail qui heurte ses propres valeurs. Et bien sûr, l'insécurité de l'emploi joue un grand rôle. Et les conséquences, elles vont bien au-delà du moral. On parle de troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, de maladies cardiovasculaires. Et pour l'entreprise, ça se traduit par plus d'absentéisme et une baisse de la qualité du travail. Le coût est donc à la fois profondément humain et très concrètement économique. Alors, face à un enjeu aussi énorme, la question qui vient tout de suite, c'est « mais qui est responsable de tout ça? Qui doit agir ?» Eh bien, la loi est très claire là-dessus. Le Code du travail dit que l'employeur a une obligation de résultat. Il doit activement protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation légale. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout repose sur une seule personne ou un seul service. Pour que ça marche, la prévention, c'est l'affaire de tous. Ça part de la direction qui doit donner l'impulsion, ça passe par les managers qui sont en première ligne au quotidien, et ça implique aussi les salariés eux-mêmes. C'est vraiment une culture à construire ensemble. Bon, on a compris l'ampleur du problème, les causes, les responsabilités. Maintenant, la question c'est comment on agit. Heureusement, il existe une sorte de boîte à outils pour s'y prendre de manière structurée. Le modèle le plus connu, notamment celui de l'ANACT, l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail, s'organise en 3 niveaux. Prévention primaire, secondaire et tertiaire. C'est une approche logique qui permet d'agir au bon moment et au bon endroit. Le premier niveau, et c'est de loin le plus important, c'est la prévention primaire. L'idée, c'est de s'attaquer à la racine du problème. On ne cherche pas à rendre les gens plus résistants au stress. On cherche à éliminer ce qui cause le stress. Ça veut dire revoir la charge de travail, clarifier qui fait quoi, améliorer l'organisation, renforcer l'entraide. Bref, on agit sur le système. Ensuite vient la prévention secondaire. Là, on part du principe que le risque est déjà là. L'objectif, c'est donc de donner des outils aux équipes pour mieux y faire face. Ça peut être former les managers à repérer les signes de mal-être ou proposer des ateliers de gestion du stress. C'est très utile, mais on est plus sur les symptômes que sur les causes. Et enfin, il y a la prévention tertiaire. Ça, c'est le filet de sécurité quand le mal est déjà fait. Il s'agit de prendre en charge la souffrance des personnes en difficulté avec des cellules d'écoute ou un accompagnement. C'est absolument indispensable, mais on est bien d'accord que l'objectif est d'avoir le moins possible à s'en servir. Et si on changeait un peu de perspective? Parce que la prévention, ça ne devrait pas être juste une façon d'éviter le pire. Ça peut aussi être le point de départ pour construire quelque chose de vraiment positif. C'est une idée fondamentale. Le travail a 2 visages.
Oui, un travail mal organisé peut abîmer la santé. Mais un travail bien pensé, c'est aussi un vecteur incroyable de réalisation de soi, d'apprentissage, de sentiment d'utilité. Tout dépend des conditions dans lesquelles on l'exerce. La clé, pour basculer du bon côté, c'est de comprendre que la prévention n'est pas un projet avec un début et une fin. C'est un processus continu, c'est, comme le dit cette citation, un acte quotidien de management. Ça doit infuser dans toutes les décisions, toutes les interactions. Et quand on adopte cette vision, on passe à autre chose. On passe de la simple prévention des risques à une vraie démarche de qualité de vie au travail, la QVT. L'objectif n'est plus seulement de résoudre des problèmes, mais de développer l'engagement. Ce n'est plus l'affaire de quelques experts, mais de tout le monde. C'est une vision beaucoup plus ambitieuse et surtout plus positive. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, pour conclure. Et si, au final, cette prévention des risques, qu'on voit souvent comme une contrainte, était en fait la meilleure opportunité qu'on ait pour construire des entreprises où bien-être et performance durables ne s'opposent pas, mais au contraire, se nourrissent l'un l'autre? La question reste ouverte.